Bien, bonsoir à tous les participants qui sont connectés. Il est 17 heures passé de quelques minutes. On attend encore 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde nous rejoigne. Et puis, on va démarrer incessamment sous peu. Eh bien, je vous propose de démarrer. Écoutez, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire « Garder le cap dans un environnement déstabilisant ». Je suis Nicolas Hulot, Senior Manager au sein du cabinet Sitwell. Sitwell est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises autour de plusieurs spécialités, la supply chain, les opérations, la transformation digitale, les plans de transformation organique et la conduite du changement. Personnellement, je suis passionné par tout ce qui touche à l'évolution des entreprises et surtout à travers les hommes et les femmes qui la composent. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'animer notre offre de conduite du changement, mais également notre offre Goodwell que nous venons de créer en partenariat avec le cabinet Vivendo, représenté aujourd'hui par Norbert Mallet, qui est directeur associé. Norbert, je te laisse te présenter. Bien, merci Nicolas. Effectivement, chez Vivendo, nous avons également à cœur de mettre l'homme au cœur des organisations et nous accompagnons toutes les organisations à aligner 3 dimensions fondamentales que sont la raison d'être, la mission profonde, ce à quoi on veut contribuer pour le bien du monde dans lequel nous sommes. Et 2 autres dimensions indispensables, c'est la manière dont on travaille ensemble, l'organisation au quotidien qui permet à chacun d'être à la fois protégé mais en même temps libéré dans ses initiatives. Et puis la 3e dimension, c'est une culture qui mette la femme, l'homme au cœur des préoccupations de la ligne managériale, puisqu'il n'y a pas d'autre richesse que d'hommes, comme le disait un grand auteur français. Et donc, nous sommes avec beaucoup de joie, avec Catherine parmi nous, la 3e personne de ce webinaire que je vais laisser se présenter. Merci Norbert. Donc, merci tout d'abord de m'accueillir, de m'avoir invité à ce webinaire. Donc, je suis vice-présidente du groupe PIF Taubois, qui est une entreprise familiale, et je suis en charge de l'écologie des relations humaines, des services du système d'information et aussi des ressources humaines. Écoutez, bienvenue Catherine. Et pour commencer un petit peu ce webinaire, nous, on a une petite question quand même à vous poser, vous participants. Est-ce que vous avez constaté des modifications dans le contexte actuel des entreprises depuis plusieurs années? En effet, entre la crise du Covid, toute la fragilisation des chaînes d'approvisionnement que nous avons vécues, la crise énergétique actuelle, la pression du changement climatique, l'inflation galopante, en fait, on a l'impression que les crises s'enchaînent les unes derrière les autres à une vitesse fulgurante, sans répit, et tout ça avec une déstabilisation très importante pour beaucoup d'entreprises. Et la question qu'on se pose, c'est finalement comment les entreprises font face à ça et comment est-ce qu'elles peuvent faire face? Et d'autant plus qu'en interne aussi, il y a des éléments de déstabilisation à l'intérieur des entreprises. Certainement, vous avez constaté dans vos propres organisations que des projets, même très bien, très beaux et très bien pensés, ont du mal à s'incarner, ont du mal à cranter, ont du mal
à passer à la dimension de la réalisation. Et nous constatons qu'en fait, la plupart du temps, ça vient d'un manque certainement de cohésion des équipes, parce que les équipes sont pas si simples que ça à gérer pour garder l'unité autour de leur but commun, et que ce manque de cohésion des équipes a des effets immédiats dans l'organisation, la manière de travailler, la manière de coopérer, la manière de faire circuler l'information, et donc vient pénaliser l'action. Et ça, ce sont des facteurs de déstabilisation des entreprises en interne, qui rend encore plus difficile le fait de gérer des éléments de déstabilisation qui viennent de l'extérieur. Alors, on a une petite question à vous poser, c'est que nous, c'est ce qu'on observe depuis notre fenêtre, mais vous, qu'est-ce que vous vivez dans vos entreprises? Et alors, ce qu'on aimerait faire, c'est vous inviter à nous dire dans le chat de ce webinaire, quels sont les phénomènes que vous observez dans votre entreprise, les événements qui pourraient déstabiliser en fait actuellement les organisations dans lesquelles vous êtes. Alors, en bas à droite, normalement, de votre écran, vous avez un accès au chat de Livestorm. Et donc, vous avez deux sections. Vous avez une section questions et une section chat. La section questions, en fait, vous sera utile pour poser toutes les questions que vous voudrez au cours de ce webinaire. Et puis, vous avez la section de chat juste à côté qui va vous permettre, en fait, de vous exprimer. Donc là, j'ai envie de dire à vous la parole. On vous écoute, on vous lit, en tout cas, pour nous dire un petit peu, vous, qu'est-ce que vous vivez dans votre entreprise? Donc, nous attendons vos messages que nous allons découvrir au fur et à mesure, tous les éléments de déstabilisation que vous constatez et qui viennent au quotidien rendre plus difficile votre rôle de manager, de responsable. Alors, le prix de l'énergie, nous dit Grégory, effectivement, à l'heure actuelle, c'est une crise qui est vraiment compliquée à gérer, qui implique une hausse très importante. C'est un facteur très déstabilisant. L'isolement, l'individualisme, la crise économique, effectivement, avec un repli sur soi d'un certain nombre de collaborateurs, et ce qui est tout à fait normal, hein, ils sont dans un monde macro qu'ils ont du mal à percevoir. Et au quotidien, c'est compliqué chez eux, dans leur famille. Donc, l'investissement et l'engagement dans l'entreprise est compliqué à assumer, effectivement. Et là, je vois quelqu'un également qui parlait d'un manque d'une diminution de l'implication. Et c'est vrai que s'engager dans la vie d'une entreprise quand la vie personnelle est compliquée et qu'il y a des facteurs de déstabilisation et d'inquiétude dans les médias, c'est vraiment compliqué pour les personnes de s'engager. Oui, Gaël, effectivement, manque d'agilité, beaucoup d'éléments qui viennent plomber, si vous me permettez cette expression un peu familière, le quotidien des équipes, le quotidien de l'entreprise. Le changement de priorité également, nous dit Virginie. Effectivement, parfois, les équipes ont du mal à voir concrètement vers où on va, quelle est la direction qui nous est donnée, quels sont les buts, quelles sont les visions. Le changement de pied est compliqué. J'ajouterais aussi certainement le manque de visibilité du projet, à quoi nous servons, à quoi nous contribuons. Pierre, merci aussi, une main-d'œuvre en questionnement permanent, des questions qui se posent sur beaucoup de sujets et qui viennent déstabiliser, phagocyter, empêcher l'engagement. Beaucoup d'éléments, effectivement, qui sont compliqués. Alors, je vois aussi, Nicolas, le manque d'imagination et d'innovation face aux événements. Et c'est difficile dans des environnements comme celui-là, déstabilisateurs, de donner la liberté d'inventer aussi aux équipes. Quelque chose de pas si simple que de donner la liberté de penser, la liberté d'inventer, la liberté de prendre des initiatives, tout en garantissant un cadre de protection des personnes. Oui, Elie, la jeune génération, les générations Y, Z, et puis la génération Alpha qui est en train de venir aussi, ce choc des générations entre
des managers qui sont plus anciens, qui ont eu l'habitude d'un management hiérarchique avec une nouvelle génération plus individualiste, rend compliqué effectivement le management des équipes dans les entreprises. Peut-être encore une ou deux questions, et puis après, Nicolas, nous enchaînons. Oui, tout à fait. Le sentiment d'appartenance, effectivement, Eric. Comment créer ce sentiment d'appartenance dans les entreprises? Catherine va justement nous donner des éléments de réflexion à partir de son propre vécu, de sa propre expérience. Nicolas. Mais en tout cas, merci pour ce partage de vos expériences et de vos constats. Et donc, comme vous le comprenez, les questions qu'on se pose, c'est comment les entreprises peuvent-elles survivre dans l'environnement imprévisible que nous connaissons? Quelles sont les qualités qu'elles doivent développer pour ça? De qui ou de quoi elles ont besoin? Toutes ces questions, en fait, elles sont fondamentales parce que nous avons la conviction que nous sommes en train de vivre un changement de paradigme. Alors, nous avons la chance ce soir d'avoir avec nous Catherine Pifto, qui, à travers son expérience et l'expérience de son entreprise, a vécu toute une transformation en fait ces dernières années. Et en fait, déjà, Catherine, est-ce que vous pourriez nous présenter le groupe Pifto, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Nicolas. Donc, le groupe Pifto, c'est une entreprise d'abord familiale. Je suis la 3e génération. Donc, c'est mon grand-père qui a créé l'entreprise il y a plus de 70 ans. Donc, aujourd'hui, mon père est au conseil de surveillance, Pierre, et je travaille avec mon oncle et mon frère. On est tous les 3 au directoire. Et mon frère est actuellement président du groupe. Et mon oncle est plutôt en charge des services, des relations extérieures et du commerce. Et moi, de tous les services transverses. Donc, l'entreprise, c'est 3 sites de production, 2 en France, donc un en Vendée, l'origine de l'entreprise, dans un massif non forestier, dans un département où il n'y a pas du tout de forêt, ou très peu. Et on a une usine en Corrèze, à Égletons, et ensuite une usine en Pologne, à Vielley. Et nous avons aussi une vingtaine de sites de distribution de nos produits, parce qu'on a notre propre réseau de distribution, les vivres en bois, les magasins vivres en bois. Nos gammes de produits, ce sont on a 4 gammes de produits. Si vous pouvez mettre le diaporama, s'il vous plaît. Voilà. L'offre du groupe Pifto Bois, c'est 4 grandes gammes. Donc, les composants de structure et de bardage pour la construction. Donc, nous sommes le premier fabricant de produits CLT, en CLT, c'est-à-dire pour la construction des immeubles en bois. Mais on fait aussi tout ce qui est partie des composants de structure pour bâtir des maisons. Et aussi tout l'aménagement extérieur avec les terrasses, clôtures, piscines. L'équipement des collectivités avec les écrans, les glissières de sécurité. Et ensuite, la partie énergie avec les granulés de bois. Et on fabrique aussi de l'électricité parce que nous avons des cogénérations. Voilà pour la présentation assez succincte de l'entreprise. Merci Catherine pour la présentation du groupe Pifto. Donc, le groupe Pifto, c'est une belle ETI française qui est une belle entreprise intégrée qui va vraiment de la forêt jusqu'au produit fini avec l'exploitation en fait du moindre centimètre cube de bois jusqu'à la production d'énergie à travers des pellets et la cogénération électrique également dans leur process de production. C'est de la très très belle industrie. Alors finalement, Catherine, racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous en êtes venue à vous poser des questions sur l'entreprise et à engager tout un chemin de transformation, tout ça ayant commencé à peu près aux alentours de 2018. Donc en 2018, on avait 2 problématiques qui sont retrouvées dans 2 services différents d'entreprise. Un sur les process budgétaires qu'il fallait qu'on refonde. On faisait tout sur Excel, donc on perdait une énergie folle à faire tout notre processus budgétaire. Et en parallèle, on avait beaucoup de difficultés pour mettre en cohérence le commerce, les besoins des clients et la production. Et une entreprise nous a mis en relation avec Sitwell, qui nous a permis derrière de pouvoir enclencher tout un travail plutôt sur la partie stratégie et supply chain. Alors, je précise qu'au départ, en fait, quand cette entreprise nous a mis en relation Pifto et Sitwell, en fait, Pifto est venu nous voir Sitwell pour en fait l'une de nos spécialités qui est la supply chain.
en nous interrogeant sur finalement comment est-ce qu'on pourrait mettre en place une supply chain un peu plus structurée et améliorer nos processus pour augmenter notre efficience. Et donc là, Pifto nous a commandé un diagnostic. Donc, on a réalisé un diagnostic et je laisse Catherine raconter la suite. Qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de ce diagnostic? Donc, le diagnostic, il a mis en avant que nous avions une difficulté dans l'entreprise, c'est que personne n'avait compris la stratégie que nous avions au niveau de la direction. C'est-à-dire que il y a des collaborateurs qui allaient à droite, d'autres à gauche et d'autres dans l'autre sens. Donc, on perdait beaucoup d'énergie à développer l'entreprise parce qu'on n'allait pas tous dans la même direction. Donc, le diagnostic nous a permis de prendre conscience de ça et du coup d'enclencher derrière tout un travail sur l'alignement de la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que ça ne servait à rien de travailler sur la supply chain si, en amont, on ne faisait pas un travail sur la stratégie. Et Catherine, qu'est-ce qui vous a permis finalement, parce qu'en fait, vous aviez les signaux visibles de ces problématiques, mais qu'est-ce qui vous a permis, à travers ce qu'on a pu vous raconter lors du diagnostic, qu'est-ce qui vous a permis de le conscientiser et de l'accepter et de passer à l'action? Qu'est-ce qui a fait cette différence? Ce qui a fait cette différence, c'est que d'abord, on a eu le retour de tout l'état des lieux de nos collaborateurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pensaient de l'entreprise, où est-ce qu'ils nous voyaient. Et surtout, on n'arrivait pas à prendre nos décisions au niveau de la direction. Donc, on avait bien conscience qu'il y avait quand même une problématique d'alignement entre nous et de vision globale. Et ce qui nous a... ce qui a fait qu'on a lancé le travail, c'est aussi la relation qu'on a eue avec vous, Sitwell, parce que le contact est passé de façon... Le relationnel a été là tout de suite. Et pour nous, c'est important, quand on fait travailler des entreprises extérieures, des consultants, d'avoir un bon relationnel, un bon feeling pour pouvoir aller le plus loin possible dans nos démarches ensuite en interne. Alors, pour nous, finalement, ça n'a pas été si évident que ça, parce qu'on était là pour accompagner le groupe Pifto sur un diagnostic supply chain, et on s'est dit, alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on leur donne tous les points de faiblesse de leur supply chain, ou est-ce qu'on leur dit, en fait, on a peut-être un gros problème qui est finalement cette capacité des dirigeants à s'aligner déjà, et puis ensuite à essayer de retranscrire ce qu'ils veulent faire dans l'entreprise à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise pour que tout le monde s'aligne. Donc, nous, on a eu cette difficulté pour faire cette proposition parce qu'on était un petit peu hors sujet parce que ce n'était pas la commande de Pifto à l'époque. Donc, on s'est dit que on allait leur faire la proposition. S'ils l'acceptaient, tant mieux, c'était au plus grand bénéfice pour eux. S'ils n'acceptaient pas, après, on retravaillerait sur la partie supply chain. Et donc, comme l'a dit Catherine, nous, la proposition qu'on a faite, c'est de dire, déjà, vous avez besoin de vous aligner. Donc, on a fait une proposition à Catherine, Philippe et Jean de dire, il va falloir que vous travailliez tous les trois ensemble pour déjà savoir comment vous aligner sur une vision. Et alors là, Catherine, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce travail? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé avec vous pendant tout le printemps 2018 pour travailler sur la raison d'être, la mission et la vision de l'entreprise. Donc, on a passé des après-midi entiers à travailler, à s'aligner mot à mot, à vraiment essayer de faire en sorte qu'on soit tous les trois d'accord pour que derrière, une fois mise en place, qu'on ait le même discours à l'intérieur de l'entreprise avec nos collaborateurs. Donc, ça a été un vrai travail de mise en commun de chacun nos visions. Et ce qui a été très intéressant, c'est quand on l'a présenté à mon père après avoir été élaboré, papa nous a dit, c'est évident, tout ce qu'on a écrit là est évident, mais on ne l'avait jamais mis noir sur blanc. On ne l'avait jamais écrit, on ne l'avait jamais formalisé. Donc, ça a été le début de la transformation de l'entreprise. Et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées, Catherine, avec Philippe et Jean quand vous avez commencé ce travail? Mais
Souvent, on est d'accord sur le fond, tous les trois, mais on n'est pas toujours d'accord sur les moyens ou sur les mots ou sur le détail. Et en fin de compte, le travail qu'on a réussi à faire avec vous, c'est réussir à s'aligner tous les trois ensemble. C'est se mettre d'accord et vraiment avoir la même vision de là où on avait envie d'emmener l'entreprise. Alors, Nicolas, si tu me permets, là, je vais faire une remarque là, en vous écoutant tous les deux depuis le début. Ce que j'entends, Catherine, dans votre témoignage, c'est que quand il y a une problématique technique, en fait, la solution n'est pas forcément technique dans un premier temps. Et que l'enjeu, c'est d'abord que les personnes soient alignées. Vous avez utilisé plusieurs fois le mot aligné, et, alignement des collaborateurs, et j'entends qu'en fait, petit à petit, vous êtes remonté sur une problématique d'alignement entre vous trois, en fait, au niveau de la direction. Hein, c'est qu'effectivement, un constat de désalignement des collaborateurs qui ne savent pas trop où ils vont, en fait, l'enjeu, c'est que la direction elle-même soit alignée, soit exemplaire dans l'alignement, c'est ça? Tout à fait. C'est ce qui a été vraiment le début de cette démarche, c'est le fait qu'on puisse s'aligner tous les trois et qu'on puisse transmettre à nos collaborateurs le même discours. Ouais. Et c'est vraiment ce qui nous manquait. Et puis une autre chose que je remarque qui est très forte dans ce que vous dites, c'est que si on s'appuie uniquement sur l'implicite, en fait, c'est pas ça ce qui fait une cohésion. Il faut vraiment rendre explicite les choses, même si ça semble évident en fait. Il faut expliciter. Ouais. Parce que ça a surpris personne ce qu'on a écrit. Ça a juste été quelque chose d'évident, mais il a fallu beaucoup de temps pour le mettre noir sur blanc et l'écrire parce que on a toujours eu beaucoup de choses en implicite chez nous dans le fonctionnement d'entreprise, une culture de l'oral et surtout pas de l'écrit, et que là, c'est la première fois qu'on mettait vraiment noir sur blanc les mots, qu'on choisissait chaque mot par rapport à son importance pour pouvoir mieux transmettre la stratégie à tous nos collaborateurs. Alors effectivement, moi j'ai ce souvenir assez prégnant en fait d'avoir trois dirigeants extrêmement engagés, extrêmement impliqués pour leur entreprise, qui vivent leur entreprise vraiment au quotidien et donc qui forgent des convictions qui sont extrêmement fortes. Et effectivement, il y avait cette même ambition pour l'entreprise, mais pas la même manière de faire, pas la même manière d'être, pas la même manière de communiquer. Donc déjà, un des travaux fondamentaux qu'on a fait tous les trois, c'est déjà de identifier qui est chacun, quelle est la place de chacun dans l'entreprise, quels sont les talents de chacun, quelle est la complémentarité des uns et des autres dans cette équipe de direction, quelle est la manière de communication, quelle est la manière de communiquer de chacun, etc. Donc en fait, on est revenu très en amont sur l'identité de l'entreprise, l'identité des personnes, la complémentarité, et ce qui a permis ensuite de coudre en fait finalement toute cette association et ensuite de manière relativement fluide en fait la formalisation de la raison d'être telle que l'a exprimé Catherine s'est faite relativement facilement. Alors maintenant qu'on vous a un petit peu expliqué tout ça, à vous, notre belle audience de ce soir, en fait, nous, on aimerait vous poser une question qui est la suivante, c'est finalement, quelles sont les thématiques pour vous, pour votre entreprise, sur lesquelles vous pensez que l'entreprise a besoin de progresser, votre entreprise, que ce soit du leadership, une question de sens. Donc là, on a parlé de ces deux thèmes à travers le témoignage de Catherine. L'alignement stratégique, la marque employeur, les pratiques managériales, la clarté de votre organisation, le recrutement, les relations clients, les relations fournisseurs. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de lancer un sondage. Donc là, en fait, dans la plateforme Livestorm, vous avez un petit bouton sondage et un sondage vient d'être lancé. Et donc, à vous de nous dire quelles sont les thématiques sur lesquelles vous pensez que votre entreprise a besoin de progresser.
Alors, on commence déjà à avoir quelques retours. Il y a beaucoup de choses sur ce qui arrive en premier, c'est les pratiques managériales pour le moment, et avec tout près le sens et la raison d'être, l'alignement. Nous aimons bien l'image de l'ostéopathie des organisations, un alignement entre la tête, c'est-à-dire vraiment le sens, hein, la clarté du projet, et puis la ligne managériale, la colonne vertébrale qui favorise le mouvement de tout le monde. Si c'est bien aligné entre la tête et la colonne vertébrale, là, le reste du corps, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il y a un désalignement à cet endroit-là, là, on est bloqué au lit pendant quelques temps. Je ne sais pas si cette image vous parle, Catherine. Très bien. Très, très bien. Et ça a permis aussi une économie d'énergie, c'est-à-dire une meilleure efficience au quotidien derrière, parce qu'avant, on dépensait énormément d'énergie à aller tous à faire avancer l'entreprise. Et le fait d'être aligné, tout le monde va dans le même sens et c'est beaucoup plus fluide. Bon, Nicolas, j'ai l'impression que tout le monde tous ceux qui avaient envie de répondre ont répondu. Encore quelques réponses, et c'est toujours les pratiques managériales, alignement et sens, raison d'être, clarté de l'organisation qui arrivent en premier. Il y a vraiment quelque chose de très cohérent avec tout ça. D'accord, donc finalement, ce que vous nous dites ce soir, ça recoupe beaucoup avec le témoignage de Catherine, c'est vraiment sur une partie assez amont, finalement, de besoin d'alignement qui a du travail à faire. Alors justement, Catherine, qu'est-ce que ce travail a changé pour vous en tant que dirigeant et entre dirigeants? Alors, ce travail, il nous a permis de comprendre, d'abord entre nous trois, qu'on allait vraiment dans le même sens et qu'on avait les mêmes envies pour l'entreprise, que c'était juste une problématique parfois de méthode de fonctionnement. Et on a ensuite, une fois avoir fait ce travail-là, on a travaillé sur comment mettre en place justement cette stratégie de l'entreprise et comment la déployer au quotidien. Donc, par exemple, moi, j'ai travaillé après pour déployer toute cette stratégie dans tous les services de l'entreprise. J'ai partagé cette raison d'être avec tous les collaborateurs pour pouvoir écouter leurs retours, prendre en compte leur vision, leurs problématiques du quotidien et partager avec eux sur justement où on avait envie, nous, en tant que dirigeants, d'emmener l'entreprise. Ce qui nous a permis aussi, après coup, de pouvoir corriger un peu certaines choses, mieux nous aligner encore et prendre des décisions, mettre en place, par exemple, plus de communication interne parce que les collaborateurs en avaient besoin. Et ils se rendent, j'ai vraiment pris conscience avec ce travail-là et ce partage avec tous les collaborateurs que l'entreprise avait grossi et que autant au départ, on était, moi quand je suis rentrée à l'entreprise il y a 30 ans, on était très proche de nos collaborateurs et que plus ça allait, avec 1500 personnes autour de nous, on ne peut pas connaître tout le monde, il ne peut pas être proche de tout le monde et que la proximité du dirigeant avec ses collaborateurs était très importante. Alors justement, cette proximité du dirigeant avec ses collaborateurs, vous avez formalisé votre raison d'être, vous l'avez diffusée dans l'entreprise. D'ailleurs, ce serait, je pense, sympathique de dire à notre auditoire quelle est la raison d'être du groupe Pifto. Est-ce que vous pourriez nous la donner, Catherine? Bien sûr, avec plaisir. Donc, c'est prendre soin d'autrui dans le respect de tous pour créer ensemble un avenir serein grâce à des hommes entrepreneurs et autonomes ayant un goût de l'effort et de la persévérance. Donc, aujourd'hui, cette raison d'être, on en est très fiers et elle nous permet au quotidien de pouvoir partager avec les collaborateurs et réaligner tout le monde quand il y a des déviations sur le prendre soin d'autrui, sur le respect, sur avoir des gens qui ont un goût de l'effort et de la persévérance. C'est quelque chose qu'on utilise tous les jours et que les collaborateurs utilisent parce qu'on a énormément communiqué auprès de tout le monde pour vraiment l'incarner au quotidien. Donc, et alors, quand il s'agit de pardon, Norbert. Quand il s'agit de justement
vous avez formalisé cette raison d'être quand il s'agit de la communiquer à tous les collaborateurs. Comment est-ce que vous vous y êtes pris? Eh ben, au départ, on a voulu se dire, on va faire un courrier écrit, puis ça va suffire. Eh ben non, ça n'a pas marché du tout. Tout le monde a reçu ça dans sa boîte aux lettres et s'est dit, mais c'est quoi ce truc qu'ils nous ont pondu? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi ils ont écrit tout ça? Et c'est de là que m'est venue l'idée de communiquer en direct avec les collaborateurs et du coup d'organiser des temps de partage par petits groupes de 10, 15 personnes. On l'a fait sur certains groupes, par exemple en Pologne, on l'a fait avec l'encadrement, avec 40 personnes d'un coup. Mais on a partagé cette raison d'être en vraiment posant des questions aux collaborateurs. J'ai utilisé les chapeaux de Bono à chaque fois pour vraiment faire le tour de la question pour que chacun puisse s'exprimer sur ses craintes, ses peurs, mais aussi en quoi ça peut le motiver de mettre en place cette raison d'être, en quoi ça peut être quelque chose de très positif pour l'entreprise et pour le collaborateur dans l'entreprise. Il faut savoir qu'avec cette raison d'être, on a vraiment remis l'humain au cœur de l'entreprise. On est une entreprise à la base de production et je pense qu'avec le temps, on avait vraiment, on s'était écarté du côté humain et c'était très important de se recentrer sur l'homme parce que c'est les hommes qui font la force de l'entreprise. S'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'entreprise. Donc, voilà. Et comment est-ce que ça a été accueilli par les collaborateurs? Très bien, très très bien. J'ai forcément eu parfois quelques retours sur les gens historiques de l'entreprise qui sont là depuis 30, 40 ans en me disant oui, ça n'a pas toujours été comme ça, le prendre soin d'autrui. Il y a des fois, c'est un peu plus compliqué quand même, mais tout le monde a pris conscience qu'il y avait une transformation qui était en cours, qu'on prenait en compte les nouvelles générations, les besoins des nouvelles générations et que l'entreprise grandissait avec les hommes qui en font partie et qu'on s'adaptait au fur et à mesure à l'évolution des besoins de l'homme. Alors, du coup, ça permet de fixer un cadre et derrière ce cadre, en fait, on a continué le travail ensemble puisqu'on a… vous avez pris la décision de créer ce que vous appelez le comité d'orientation. Donc, tout à fait. Je vais vous laisser Catherine expliquer ce que c'est. Et puis derrière, ce comité d'orientation a travaillé en prenant la raison d'être, à transformer ça en stratégie. Ça, ce serait vraiment très intéressant que vous nous expliquiez ça. En fait, quand on a défini, en plus de la raison d'être, la mission et la vision de l'entreprise. Et une fois avoir défini tout ça, on s'est dit, mais comment on va le mettre en place? Comment on va pouvoir travailler sur notre stratégie? Et Sitwell, vous nous avez accompagnés en travaillant sur ce qu'on a appelé l'arbre de l'ambition, c'est-à-dire une fois qu'on a la vision de l'entreprise, comment on peut la décliner en facteurs clés de succès et comment, pour chaque facteur clé de succès, qu'est-ce qu'on a besoin pour réussir ces facteurs clés de succès. Ça nous a fait faire tout un arbre avec plein de projets, plein d'actions à mettre en œuvre. Et on a évalué sur chacune, est-ce que c'est déjà en cours, est-ce que c'est déjà fait, est-ce que l'entreprise est déjà arrivée là, ou au contraire, est-ce qu'on a un travail à faire pour pouvoir réussir nos facteurs clés de succès. Et on en a défini un projet d'entreprise sur 5 ans avec 9 programmes qui refondent complètement l'entreprise et qui, dans chaque secteur, met en place des projets. On a à peu près 5 projets par an, plus ou moins en fonction des services, qui permettent globalement d'atteindre la vision de l'entreprise à 5 ans, la stratégie, et pas à pas d'aller vers cette stratégie-là. En vous écoutant… Une orientation qui manage. Alors, j'ai recruté aussi un chef de projet pour le projet d'entreprise, pour suivre tous ces projets-là, parce que ça a quand même été une grosse transformation chez nous. On n'avait jamais structuré autant des projets au niveau groupe. C'était quelque chose de très nouveau pour nous. Alors, en vous écoutant, il me vient une remarque, Catherine. Heureusement, vous avez eu des problèmes de supply chain et de système comptable. Ça a été une opportunité, en fait. Oui, parce qu'en fin de compte, alors là, c'est un peu la force de l'entreprise, c'est qu'on prend les opportunités au moment où elles nous arrivent.
Donc, on n'avait au départ pas décidé de refondre complètement notre supply chain. On était parti d'une problématique de pic et on en a fini par se dire que ça serait bien et ça serait le moment de remettre de refondre complètement mettre en place une vraie supply chain dans l'entreprise. Et puis, on en est arrivé à faire la stratégie et derrière, à mettre en place un projet d'entreprise. Donc, effectivement, d'une petite partie, d'une petite problématique, on en est arrivé à un projet global de l'entreprise. Tout à fait. Il y a une image qui pourrait illustrer ce que vous avez fait. Si vous prenez un œuf, juste un œuf, quand un choc vient de l'extérieur de l'œuf, eh bien, il se casse. Et là, l'œuf tombe par terre. Alors, on peut en faire une omelette, etc. Mais une fois qu'on a mangé l'omelette, il n'y a plus rien. Tandis que quand le choc vient de l'intérieur de l'œuf, là, il se transforme en poussin. Et donc, quelque part, vous avez profité de cette alerte extérieure pour vous dire quel est le choc intérieur qu'on doit faire pour que l'entreprise devienne un vrai poussin. Et puis alors, donne beaucoup d'œufs derrière, bien évidemment. Et en fait, il y a une chose qui est très étonnante dans votre raison d'être, c'est que vous n'avez même pas mis le mot bois dedans. Non. Il y a juste l'humain, l'homme. Parce que le bois, il est dans notre mission et dans notre vision. C'est notre métier. Mais avant notre métier, ce qui nous motive, nous, en tant que dirigeants, c'est l'homme. C'est prendre soin de l'homme et c'est c'est faire avancer les hommes. Et tout en découle et la référence de ça, quand il y a un problème, la référence, c'est ça. Oui. D'accord. D'où mon nouveau poste qui est la prise en charge de l'écologie des relations humaines, qui n'est pas du tout liée aux ressources humaines. Mais pour moi, c'était important. Alors, dans toute cette période, j'ai aussi fait une formation de coach. Donc, maintenant, je suis coach interne. Et j'ai trouvé très intéressant de pouvoir, justement, pour appliquer notre raison d'être au quotidien, m'axer, moi, en tant que dirigeante, à mettre en place une écologie des relations humaines dans l'entreprise pour que tout le système de l'entreprise fonctionne mieux et qu'on dépense moins d'énergie à agir et à avancer au quotidien en réduisant tous les jeux de pouvoir, les petites problématiques de relations qu'il peut y avoir les uns avec les autres, en améliorant la connaissance de chacun, donc la connaissance de soi et du coup la connaissance de comment fonctionne l'être humain et les relations les uns avec les autres. Donc, ça a été un axe de travail fort pour nous. Alors, rendez-vous compte, quand même, là, on est passé à une entreprise qui a quand même l'un de ses dirigeants qui devient responsable de l'écologie humaine au sein de l'entreprise, qui se forme au coaching et qui n'a qu'une ambition, c'est d'améliorer les relations pour, par conséquence, améliorer en fait la performance de l'entreprise. Voilà, tout à fait. Donc en fait, ce que nous dit Catherine, c'est une position systémique et en fait dans la déclinaison de la stratégie, c'est un outil systémique aussi qu'on a utilisé. Et là justement, j'en viens à une question. Suite à tout ce travail, en fait, est arrivée la crise Covid. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et en quoi ce travail vous a aidé pendant cette crise? La première chose que ça nous a permis de faire, c'est la cellule de crise. C'est-à-dire que comme le comité d'orientation était créé et se voyait tous les mois, quand on a appris qu'il fallait que tout le monde arrête de travailler, etc., quand la crise Covid est arrivée, la première chose qu'on a fait, c'est rassembler le comité d'orientation, dont les membres étaient les cadres, le top cadre de l'entreprise. On était une quinzaine. Et pour travailler avec tout le monde, pour dire, OK, maintenant il arrive ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Et on s'est vu tous les matins, de 8h à 8h30, toute l'équipe du comité d'orientation pour réagir au quotidien, prendre des décisions tous ensemble. C'est-à-dire qu'avant le travail qu'on a fait avec Sitwell, on se serait mis tous les trois ensemble, Jean-Philippe et moi, et on aurait décidé tous les trois ensemble. Et on aurait imposé à tout le monde notre mode de fonctionnement. Alors que là, ce qu'on a changé, ce qui a vraiment été un grand changement dans notre façon de faire, c'est qu'on n'a plus imposé aux autres notre vision, mais qu'on a demandé à tout le monde comment
comment vous voulez faire, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, comment on agit au quotidien et prendre les idées et du coup à faire de l'intelligence collective, parce qu'on a rassemblé toutes les idées de tout le monde et pour nous permettre de mieux gérer la crise. Super, merci Catherine, là, vraiment pour ce point. Et puis en complément de ce que vous dites, Catherine, c'est vrai que vous aviez en fait votre stratégie aussi, donc vous aviez cette capacité d'approche systémique de la problématique du Covid sur votre entreprise, et donc votre capacité à finalement réagir et puis à laisser des poches de salariés réagir au plus près du terrain pour s'adapter finalement à ce qui s'est passé. Et finalement, est-ce que ça a été une bonne année ou pas une bonne année, la crise Covid pour vous? Alors, nous, ça a été une très bonne année parce que, comme vous devez le savoir, il y a eu beaucoup de demandes de produits bois pendant les années Covid. Et donc, il y a eu une pénurie, alors pas de matières premières, il y a eu une pénurie de produits transformés pour les charpentiers, les constructeurs, les industriels. C'est parce que nous, à notre niveau, au niveau de la première et seconde transformation du bois, eh bien, on a eu tellement de demandes qu'on n'arrivait pas à fournir à toute la demande. Mais ce que ça nous a permis le travail, et là aussi côté supply chain, c'est-à-dire qu'on a travaillé la stratégie, mais en parallèle, on a bien sûr travaillé tout le dossier de la supply chain et mis en place la supply chain dans l'entreprise. On est passé du MRP au DD-MRP et ça nous a vraiment avantagé pendant le Covid parce que ça nous a permis d'améliorer la cohésion entre les équipes pour une meilleure distribution des produits dans notre réseau de distribution et entre tous nos clients. Ce qui fait que ça a vraiment simplifié le travail, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup moins de stress. On en a eu, parce que la pénurie, elle était quand même compliquée, mais on a eu beaucoup moins de stress. Tout le monde est d'accord dans l'entreprise. On a questionné un peu tout le monde en retour d'expérience. Et si on n'avait pas mis en place cette supply chain, on n'aurait jamais réussi à traverser la crise de cette façon-là. On n'aurait pas réussi à produire autant et on n'aurait pas réussi à vendre aussi bien tous nos produits. Donc, on a vraiment gagné en efficience grâce à tout ce qu'on avait mis en place, à la fois du côté humain et à la fois du côté supply chain. Et de ce côté supply chain, la méthode DD-MRP que cite Catherine, c'est aussi une méthode systémique. Donc, il y a un travail systémique sur la stratégie qui a été réalisée. Il y a un travail systémique qui a été réalisé sur le fonctionnement de la supply chain. Et de par là, en fait, c'est le potentiel global de l'entreprise qui s'est élevé d'un point de vue de la vision et d'un point de vue technique. Et en fait, c'est l'assemblage des deux qui a permis ce que Catherine a pu expliquer. Alors, je vois que le temps avance. Catherine, si vous deviez résumer votre parcours en 3 grandes idées qui ont fait la différence, quelles seraient-elles et pourquoi? Alors, pour moi, il y a d'abord la raison d'être. Donc, la mise en œuvre, l'écriture de la raison d'être de l'entreprise. Ça a été la première étape qui a été primordiale pour faire le travail derrière. Parce qu'une fois mis en place la raison d'être, on a travaillé sur la stratégie. Ça, c'est le deuxième point. Donc, refondre la stratégie de l'entreprise. Et c'est ce qui nous a permis de structurer et d'organiser le groupe. Ce qui nous permet d'être beaucoup plus efficient aujourd'hui dans les aléas de l'activité, du marché, etc. Et ensuite, on a décliné tout ça sur le terrain en mettant en place, en changeant la culture managériale et en mettant en place des formations pour les collaborateurs, tous les managers et toutes les personnes des services transverses sur une meilleure connaissance de soi et une prise de conscience des différentes cultures managériales et de celles qu'on voulait en mettre en place dans l'entreprise. Donc, ça a vraiment fait une transformation globale de l'entreprise. Donc, en résumé, si je refais un peu le parcours, problématique technique, là-dessus, un cabinet de conseil vous dit la technique, c'est bien, mais si on ne règle pas ce qu'il y a derrière, en fait, on ne va pas aller très loin. Donc, là, vous décidez de travailler entre dirigeants pour déjà mieux vous comprendre et en fait, aligner votre manière de faire. Ensuite, vous créez un comité d'orientation pour rassembler une équipe autour de vous, créer un noyau solide.
Vous travaillez sur votre stratégie avec une manière non conventionnelle en faisant de la systémique plutôt que de faire des études de marché dans tous les sens. Donc, en fait, vous travaillez plutôt sur votre potentiel à vous plutôt que le potentiel externe. Et puis, vous travaillez sur on est plus fort et on saisit les opportunités. Et puis, derrière, vous déclinez un changement de culture, un changement des pratiques managériales. Et tout ça, en fait, vous emmène sur un nouveau chemin. Voilà. On n'a pas complètement développé quand même ce point de la déclinaison de tout ce qui se fait sur les pratiques managériales, mais en 2 mots, ça change quoi de mieux se connaître personnellement finalement dans la vie de l'entreprise, pour moi, collaborateur, mais aussi pour l'entreprise dans sa performance? En fin de compte, alors je fais à la fois les formations pour les managers et j'anime aussi des ateliers de développement personnel entre midi et 2, sur le principe du volontariat. Et ce que ça apporte dans l'entreprise, c'est que plus on se connaît soi, moins on réagit aux agressions extérieures. C'est-à-dire que si on s'accepte tel que l'on est, eh bien, que quelqu'un vienne nous dire quelque chose, on ne se sent pas attaqué, on ne se sent pas agressé. Donc, on est beaucoup plus honnête avec soi-même et avec les autres. Donc, ce que ça fait dans les réunions, c'est que chacun ose dire ce qu'il pense, n'a plus peur de dire ce qu'il pense, et que ça fluidifie les réunions, parce que aussi, il n'y a plus de jeu de pouvoir. On est honnête les uns vis-à-vis des autres, et que comme tout le monde fait la formation, tout le monde est capable de faire un peu comme de la vigilance partagée en sécurité, c'est-à-dire, oh là là, tu es dans un jeu de pouvoir, là, tu te victimises, etc. Et du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite à l'essentiel, qui est comment on fait avancer l'entreprise, comment chacun, on peut faire avancer les projets. Et tout ça, ça développe en fin de compte l'épanouissement personnel. Et comme c'est une meilleure connaissance de soi, c'est professionnel, mais c'est aussi personnel et privé dans sa vie privée. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, il y a vraiment une transformation des personnes, une évolution vers un mieux-être au quotidien et les gens s'épanouissent mieux dans l'entreprise. Alors, il y en a certains qui nous disent que c'est lunaire chez nous parce que c'est très particulier de pouvoir oser dire et être soi-même, etc. Mais c'est vraiment pour moi, c'est essentiel. On passe beaucoup de temps dans l'entreprise. Donc, si on ne s'y épanouit pas et si on n'y prend pas du plaisir, je trouve ça dommage. Donc, voilà, c'est pour ça que ça me tient à cœur de pouvoir transmettre ça. Et pour prendre soin d'autrui par rapport à notre raison d'être, il faut d'abord être capable de prendre soin de soi. Donc, c'est aussi ce que j'essaie de partager avec mes collaborateurs. Alors, pour un petit peu conclure votre témoignage, Catherine, est-ce que vous auriez 1 ou 2 conseils à donner aux entreprises qui souhaiteraient entreprendre une telle démarche de transformation? C'est tout d'abord de se faire accompagner. Je pense qu'on ne peut pas faire ça en autonomie complète. Que quand on est avec soi-même, entre nous, dans l'entreprise, on fait du déni, c'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément voir certaines choses. Et c'est comme un chirurgien, il ne peut pas s'opérer tout seul, quoi. Il est obligé de faire intervenir quelqu'un de l'extérieur. Et notre cerveau, il est figé sur ce qu'on a seulement envie de voir et pas forcément sur nous mettre dans une zone d'inconfort pour aller chercher là où ça fait mal. Donc, pour moi, l'accompagnement, il est primordial. C'est trouver des consultants extérieurs qui ont notre philosophie, mais qui soient capables de nous accompagner, mais aussi de nous rentrer dedans pour nous dire non, mais là, attention, vous n'allez pas sur le droit chemin. Et si vous continuez comme ça, vous risquez d'avoir des soucis. Donc, être capable à la fois de nous soutenir, de nous accompagner, mais aussi de nous dire des vérités qu'on n'a pas toujours envie d'entendre en tant que dirigeant, qui ne sont pas toujours faciles à accepter. Donc, le relationnel aussi avec les consultants, pour moi, est très important et aussi important que les méthodologies, les outils, etc. Après, les consultants ont des méthodes, des outils, et il faut s'approprier et mettre en place ce qui correspond aux valeurs de l'entreprise, à sa philosophie, etc. Il faut adapter à qui on est pour ne pas non plus complètement transformer et devenir une entreprise différente. C'est pas ça l'objectif, c'est vraiment d'évoluer soi-même
et de garder ces valeurs et de les déployer. Merci Catherine pour ces conseils à tous ceux qui nous écoutent. Eh bien, en tout cas, fort de cette expérience et de ce témoignage, Sitwell a conceptualisé et formalisé une offre que Norbert va vous décrire, l'offre Goodwell. Ouais. Et alors, la première chose que j'ai envie de dire, et ça en m'appuyant sur ce que vient de dire Catherine, nous considérons cette offre Goodwell comme étant une forme de compagnonnage avec les dirigeants et avec les entreprises. C'est vraiment, c'est pas une dimension technique que nous faisons, c'est vraiment du compagnonnage. Nous sommes vraiment les compagnons de l'équipe dirigeante, de la ligne managériale, du CODIR, des collaborateurs, pour permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Et la première chose qui nous semble importante, c'est vraiment la qualité de la relation de confiance avec le dirigeant. Effectivement, en faisant du parler vrai, en alertant, en disant, en écoutant, en progressant ensemble, pour que ensuite la raison d'être et avec un codir qui soit aligné autour de cette raison d'être, vous voyez, comme un pack de rugby là, pour mettre toutes les forces, aligner les forces au service du projet, puisse irriguer une stratégie adaptative. Alors nous, la dimension stratégie adaptative est très importante parce qu'en fait, l'enjeu, c'est que quand on prévoit quelque chose, il peut très bien y avoir des aléas, d'autres choses qui arrivent. Et la stratégie, elle doit être suffisamment solide pour qu'elle puisse être réadaptée. Nous aimons beaucoup l'image d'une cordée en montagne. C'est une image qu'on donne à la fois sur la stratégie, mais aussi sur la ligne managériale. Vous savez, si on veut monter l'Everest en cordée, il faut que la corde elle soit suffisamment solide pour amortir les chocs et retenir la personne qui est faible et qui tombe, mais elle doit être aussi suffisamment adaptative au terrain, parce que sinon on ne va pas bien loin, quoi. Si on essaie de monter l'Everest rattaché par des barres de fer, ça ne va pas aller loin. Donc la stratégie doit être claire, mais adaptée au terrain. Elle doit avoir une vision claire pour tout le monde et en même temps s'adapter aux aléas du quotidien. Et la dimension culturelle de vraiment l'air que l'on respire, les pratiques managériales au quotidien, la manière d'être ensemble, la manière de vivre ensemble, elle est fondamentale parce que s'il y a un message qui est complètement déconnecté de la réalité de ce que vivent les collaborateurs au quotidien, voilà, j'ai souvenir un jour d'une entreprise qui avait mis le mot bienveillance partout sur les murs et qui avait un management qui était, excusez-moi le terme, assez imbuvable et pas du tout respectueux des collaborateurs. Et là, c'est pas possible. Il faut vraiment que tout ça soit aligné réellement et profondément pour que l'entreprise puisse avancer. Et ce qui nous tient à cœur, c'est que toutes ces dimensions que l'on peut aborder d'ailleurs par une brique ou l'autre, hein, quelquefois, il y a une problématique qui est culturelle, d'autres, on va directement sur la raison d'être, c'est que ça soit propre à chaque entreprise, que ça soit propre à chaque organisation, que ça soit propre à chaque corps de métier, pour donner à chaque organisation la possibilité de donner le meilleur d'elle-même en se mettant en perspective et en faisant les pas que l'on doit faire, vous voyez, et que l'on est en mesure de faire. Alors, il y a certaines organisations, ça va très vite, puis il y a des moments, ça met plusieurs années pour que tout d'un coup, ça cristallise. Ah, ça y est, on a compris, on va dans ce sens-là. Voilà ce que nous faisons avec Goodwell, fort et bien d'une expérience magnifique, hein, vraiment de la part de Sitwell, fort également de Vivendo, hein, où nous mettons de la vie dans ce que nous faisons et de la vie dans les organisations. Voilà, il vous est proposé, eh bien, à la suite de ce webinaire, d'avoir un temps d'échange. Alors, vous aurez un lien de prise de rendez-vous. Nous vous proposons une demi-heure pour tous ceux qui veulent, d'échange, de partage, totalement libre et gratuit, bien évidemment. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, pour avoir un temps de relecture de votre organisation, de votre entreprise, à l'aide de ce webinaire, à la lumière de ce webinaire. Donc, il suffit juste de cliquer sur le lien, et puis vous verrez dans les créneaux qui vous sont proposés, ceux qui vous conviennent le mieux. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ça sera avec plaisir que nous aurons ce temps d'échange avec vous. Il y a un nuage de mots qui vous est proposé. Précision, le lien pour prendre rendez-vous avec nous est dans le chat et on vous le remettra à travers un petit message
à l'issue du webinaire. Nous avons quelques questions de la part des personnes qui ont écouté ce webinaire. Une question tout à fait pratique pour Alexis. Donc, oui, le document vous sera partagé. Nous avons un document unique qui vous a été partagé par Annabelle. On a également une question de Nicolas, pour Catherine, certainement. La différence entre raison d'être et mission. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Oui. Alors, la raison d'être, c'est la motivation des dirigeants à créer leur entreprise, alors que la mission, c'est la mission de l'entreprise. C'est pour ça que notre raison d'être, elle est sur l'humain et que la mission de l'entreprise est sur notre métier, qui est le bois. Merci beaucoup, Catherine. Alors, on a une autre question qui est plutôt concernant la supply chain. Là, pensez-vous, donc vous pensez que le DDMRP est indispensable pour une supply chain. Pourtant, un MRPD peut être bien paramétré. Une question de Christelle. Alors, je vais me permettre de répondre. Alors, c'est un petit peu technique, mais en fait, le MRP est un système qui propage la variabilité. Or, on vit dans un monde qui est infiniment variable et qui subit énormément de variabilité. Or, le DDMRP est un système qui est créé pour absorber la variabilité. Donc, notre retour d'expérience chez Sitwell est que le DDMRP, dans le contexte dans lequel on vit, avec beaucoup de variabilité, présente des avantages qui sont quand même vraiment substantiels par rapport au MRP. Eva, une autre question? Oui, absolument. Une autre question. Alors, Christelle qui nous demande, pour développer et ou reconstruire une société, pensez-vous qu'il faut également revoir les collaborateurs dans l'entreprise? C'est-à-dire, voilà, y a-t-il nécessité parfois de se séparer de certaines personnes qui ne seraient pas motivées ou qui ne seraient plus à la hauteur des nouvelles exigences de la société? Alors, je vais juste, vous pourrez compléter, mais j'ai envie de répondre à la question. Moi, quand on me dit qu'une personne n'est pas motivée, la première chose que je fais, c'est aller la voir pour savoir pourquoi elle n'est pas motivée. Parce que si elle n'est pas motivée, c'est qu'on ne répond pas à ses besoins. Après, peut-être qu'on peut ne pas répondre à ses besoins, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas adéquate pour elle. Donc, dans ces cas-là, effectivement, peut-être qu'elle peut trouver mieux ailleurs. Mais si on écoute bien nos collaborateurs et si on les fait participer et si on construit ensemble le travail de l'entreprise et l'activité du quotidien, en général, les gens, ils sont motivés. Donc, trouver la cause, l'origine de la démotivation, c'est la première chose pour moi à faire avant de se dire qu'on peut se séparer de la personne. Par contre, si une personne n'arrive pas à se sentir bien dans l'entreprise, moi, je suis la première à conseiller à la personne de prendre le temps de chercher ailleurs et d'aller trouver une entreprise où elle se sentira mieux. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Oui. Merci beaucoup, Catherine. Alors, il est temps de conclure ce webinaire. Il est 18h. On va peut-être avoir 2 minutes de retard. J'aurais envie de vous poser une question, chers amis. C'est, suite à ce webinaire, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Qu'est-ce que ça vous inspire, voyez? Quel est, dans tout ce que vous avez entendu, l'idée d'un premier pas par rapport à votre organisation, par rapport à votre entreprise, par rapport à votre équipe? Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? Donc, nous vous laissons répondre à cette question rapidement dans le chat. Et puis après, eh bien, il sera temps de nous séparer, sachant que vous recevrez en lien le replay de ce webinaire et avec également un peu de documentation suite à ce webinaire. Vous aurez également dans le mail le lien pour cette prise de rendez-vous dont on vous a parlé. Alors, nous vous laissons répondre. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle fenêtre cela vous ouvre par rapport à votre organisation, vos stratégies, vos pratiques managériales, par rapport à vos missions dans l'entreprise? Autrement dit, demain, vous rentrez dans votre entreprise, qu'est-ce que vous dites à votre patron? Ou si vous êtes dirigeant, qu'est-ce que vous dites à vos collaborateurs? Alors après, si rien ne vous vient à chaud, eh bien, à froid, ça marche très bien aussi par mail ou bien lors de cette prise de rendez-vous.
qui est à votre disposition. Voilà. Bon, je vois que Alexis est en train de taper, Julie est en train de taper. Bon. Bien, bah, écoutez, comment sensibiliser nos dirigeants à faire attention à l'humain? Grande question, effectivement. Je vais partager cette instance à mon responsable avec un petit clin d'œil de la part de Christelle. Eh bien, vaste question qui sera l'objet d'un autre webinaire par la suite, mais nous pourrons en parler en tête-à-tête, bien évidemment, quand vous le souhaitez. Chers amis, il va être temps de nous quitter, de revenir dans nos agendas et notre actualité hors webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Catherine, merci beaucoup pour la qualité de votre témoignage. C'est vraiment le cœur de tout ce que nous avons vu. Et puis, merci beaucoup de nous avoir redit que l'homme est au cœur de l'entreprise. L'entreprise est faite pour le cœur, pour l'homme, vraiment profondément, pour l'épanouissement humain, pour faire en sorte que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Donc, merci beaucoup de nous l'avoir redit ce soir. Merci Norbert. Merci Catherine, merci Norbert, merci à tous pour votre connexion et votre participation. On vous souhaite une très bonne soirée et à très vite sur les réseaux pour voir et revoir ce webinaire. Au revoir. Au revoir.